Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Manuel Valls, candidat à la présidence de la République. L'ancien Premier ministre a donné sa démission, vous le savez. Il veut rassembler, mais il y a déjà 7 candidats à la primaire de la gauche, dont Arnaud Montebourg, sans compter Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, candidats hors primaire. Une bataille fratricide. Alors quels sont les programmes économiques? Y a-t-il deux gauches irréconciliables, une gauche sociale protectionniste et une gauche sociale libérale? L'Italie entre dans une nouvelle phase de crise politique. Matteo Renzi a démissionné, les marchés sont restés calmes, mais la crise institutionnelle met une nouvelle fois en lumière les risques de crise bancaire et de la perte de confiance dans l'économie italienne. Enfin, la BCE prolonge son soutien de la zone euro. Elle poursuit sa politique de rachat d'actifs, mais le rythme sera freiné à partir du mois d'avril. Alors faut-il s'attendre à une hausse des taux d'intérêt ? Et on en parle avec mes invités. Éric Heyer est avec moi. Bonjour Éric, directeur à l'OFCE. Nicolas Bouzou, directeur d'Arteres, auteur de L'innovation sauvera le monde chez Plomb. Bonjour. Et Emmanuel Morel, bonjour, député européen du Parti socialiste. Alors avec la démission de Manuel Valls, la bataille pour la présidentielle à gauche est en une de tous les magazines. Il n'y a qu'à voir Le Point avec les affranchis. Cette fois, c'est le duel Macron-Valls, mais également l'Obs avec le duel, cette fois, Valls-Montebourg. Donc effectivement, une guerre fratricide. Alors y a-t-il véritablement deux gauches irréconciliables? Une gauche sociale protectionniste incarnée par Arnaud Montebourg, Marie-Noëlle Lienemann, Benoît Hamon et dans une certaine mesure Jean-Luc Mélenchon, et une gauche sociale libérale incarnée par Manuel Valls et Emmanuel Macron. Quelques réactions et on en débat ensuite. Alors oui, je suis candidat à la présidence de la République. Parce que je ne veux pas que la France revive ce traumatisme, celui de 2002, d'une extrême droite au second tour de l'élection présidentielle. Il n'est pas besoin d'avoir fait des séjours à Matignon pour comprendre que dans l'histoire politique de la gauche, il y a plusieurs gauches. Je n'ai pour ma part jamais dit qu'il y avait deux gauches irréconciliables. Je pense que aujourd'hui, le défi pour la France, c'est surtout de regarder en face les problèmes qui sont les nôtres et d'essayer de voir comment on construit des solutions efficaces. Emmanuel Morel, alors vous soutenez Marie-Noëlle Lienemann. Y a-t-il deux gauches irréconciliables? Non, je ne crois pas. Il y a une gauche qui a toujours été caractérisée par une grande diversité idéologique. Mais le génie du Parti socialiste... Diversité idéologique, là, il y a tout de même, on a l'impression qu'il y a quand même deux orientations qu'on retrouve... Non, mais il n'y en a pas que deux, en fait. Parce que quand vous regardez Benoît Hamon, ce qu'il propose, revenu universel, une forme de décroissance, c'est différent de ce que propose Montebourg, qui est plus, en effet, alors j'aime pas tellement social-protectionniste, mais qui est, on va dire, dans la tradition de ce qu'a été le Parti socialiste pendant longtemps. Valls, Made in France, enfin, oui, alors ça c'est encore un élément nouveau. Quant à Valls et Macron, même si il surjoue la différence de style, la vérité, c'est que sur le fond, ils sont assez d'accord, c'est-à-dire une conversion quand même aux thèses libérales. Qui était très minoritaire au Parti socialiste et qui, à mon avis, reste minoritaire dans l'électorat socialiste. C'est par hasard si Manuel Valls, il y a moins de 5 ans, faisait à peine 5% à la primaire. Non, mais pour l'instant, il est en hausse dans les sondages. Il est devant Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Il s'est passé des choses depuis 5 ans, c'est-à-dire qu'il a occupé des postes ministériels, il était très exposé. Mais je ne crois pas que la ligne qui défendait, je dis bien, puisque depuis sa déclaration de candidature, on ne sait plus trop ce qu'il va défendre. Il veut rassembler, alors il va devoir se gauchiser un petit peu. Il y a deux gauches irréconciliables, là il dit je vais rassembler, il disait le socialisme est mort, et là il dit je m'inscris dans la tradition, celle du Parti socialiste, vivant. Enfin bref, c'est d'ailleurs un peu le problème de sa campagne, c'est qu'il arrive en campagne en disant exactement le contraire de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait quand il était au pouvoir. Et je pense que l'intérêt de cette primaire, s'il y en a un, c'est qu'on dise les choses en vérité et en clarté. Moi, je préférais que Manuel Valls continue d'assumer ce qu'il pense. Et ce qu'il pense, c'est ce qu'il a inspiré pendant 2 ans. Le pacte de responsabilité, le pacte de compétitivité, la baisse des cotisations. Donc une orientation plus libérale. Une orientation incontestablement libérale, on pourrait dire blairiste. Ça n'a pas de sens, parce que Blair, c'était il y a 20 ans. C'est un peu le problème des socialistes français. C'est que là, Schröder, peut-être. Oui, mais Schröder, Blair, tout ça, c'était il y a 20 ans. Or, précisément, que ce soit l'Angleterre ou l'Allemagne, ils en reviennent. Donc, mais il y a une diversité, pour répondre à votre question, mais il n'y a pas de gauche irréconciliable. La faute, ça sera fratricide. La faute du Premier ministre et du président qui l'a laissé faire, c'est précisément de théoriser pendant 2 ans que les gauches pouvaient plus se parler. Et électoralement, évidemment, à un moment, ça se paye. Ça se paye, Nicolas Bouzou. Arnaud Montebourg, c'est le candidat anti-Valls?
Ah oui, moi Pour vous, il y a quand même deux gauches. Ah oui, moi je pense qu'il y a deux gauches irréconciliables parce que les Elles ne orientations... peuvent pas se parler, donc vous dites. Vous êtes plutôt d'accord avec ce que disait ça, j'en sais rien, je ne suis pas membre du elles du sont Parti vraiment en socialiste. désaccord. Le désaccord est profond. Non, c'est vraiment un débat qui est très important, y compris pour les Français et même pour tous les Européens, parce que ce que l'on voit en France, en réalité, vous le voyez dans tous les partis de centre-gauche ou de gauche, en tout cas les partis de gauche de gouvernement européen, vous retrouvez cette difficulté. Vous la retrouvez par exemple en ce moment en Angleterre, au Royaume-Uni. Moi, je suis très frappé de ça, mais vous retrouvez un débat qui ressemble beaucoup au débat qu'on a au sein du Parti socialiste français, avec deux gauches. Alors, pardonnez-moi, je schématise un petit peu, mais qui, à mon avis, se distinguent essentiellement de par leur approche de la mondialisation, pas du marché. Toute la gauche, enfin tout le Parti socialiste, en tout cas, accepte l'économie de marché. Donc, c'est pas vrai de dire que c'est une ligne de fracture. On n'est plus dans les nationalisations des années 80. Bien sûr. En revanche, vous avez une partie de la gauche qui, en effet, accepte la mondialisation telle qu'elle est et qui, du coup, a une orientation. Alors, je parlerai peut-être pas tout à fait d'orientation libérale, mais en tout cas d'une politique économique de l'offre, c'est-à-dire, là encore, je schématise très globalement, et c'est celle d'ailleurs, en effet, qui a été menée par François Hollande depuis 3 ans, c'est-à-dire on essaie de redonner... Lui-même reniant ce qu'il avait dit tout de même pendant sa campagne. Mais on essaie de redonner un peu de compétitivité aux entreprises, on baisse les charges. Pour baisser les charges, on essaie de diminuer un peu les dépenses publiques et la taille de l'État, on essaie éventuellement d'assouplir un peu le marché du travail, c'est la loi El Khomri. Donc on a toute cette orientation qui est un choix donc d'une partie de la gauche et qui du coup est évidemment très proche de ce que propose Emmanuel Macron, mais aussi extrêmement proche de ce que propose la droite aujourd'hui. Oui. Au fond, je vais pousser la provocation... Qui va beaucoup plus loin tout de même, les 500 000 fonctionnaires... Eh bien, elle ne va que plus loin. Ça veut dire que ça n'est pas une différence... Et je le dis d'autant plus tranquillement que c'est plutôt la politique à laquelle j'adhère d'ailleurs, mais enfin même complètement d'ailleurs. Mais il n'y a pas de différence de nature. Il y a une différence d'ampleur. Pour le dire autrement, et je vais provoquer peut-être les électeurs du Parti socialiste qui nous regardent, mais entre Valls et Fillon, enfin Fillon, c'est du Valls à la puissance 3 ou 4. Et donc, il y a bien une rupture entre Valls-Macron d'un côté et en effet Marie-Noëlle Lienemann, Montebourg, Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Pour moi, ce sont deux choses complètement différentes. Jean-Luc Mélenchon, vous le mettriez dans la case Arnaud Montebourg et Éric Heyer? Plus proche. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Bouzou. Alors là, juste pour revenir, il veut faire du protectionnisme parce qu'il a donné une interview à l'Obs, Arnaud Montebourg. Il veut réserver 80% de la commande publique aux entreprises made in France. Alors ça, c'est pur protectionnisme. Il veut faire du télétravail massif, donc avec un prêt à taux zéro pour les jeunes. Voilà. Donc, et puis baisser la CSG et la rendre progressive. Alors là-dessus, rien à voir avec ce que propose justement Manuel Valls. Non, mais moi, je pense que Macron. même ça va se faire par étapes. Il y a d'abord les primaires au sein du Parti socialiste, on va dire, parce que c'est uniquement au niveau du Parti socialiste. Et après, il y aura le premier tour des élections présidentielles. Au sein des primaires, c'est Valls contre Montebourg, on a envie de dire. Et là, la chance peut-être, d'un point de vue de l'économie, c'est qu'en fait, Valls n'a pas d'énormes convictions économiques. Et contrairement, peut-être, le seul point de divergence avec Nicolas Bouzou, c'est que je pense que la politique de l'offre, elle date du tout début de quinquennat, juste après le rapport Gallois, et c'était plutôt Emmanuel Macron qui était initiateur du CICE, pacte de responsabilité, pas du tout Manuel Valls, qui a pris finalement... Il a adopté tout de même totalement. Alors oui, mais parce qu'il n'a pas d'énormes, de mon point de vue, d'énormes convictions. Et donc, de ce point de vue-là, il peut très bien avoir une réconciliation au sein du PS entre, d'un côté, quelqu'un qui forme un peu l'autorité, c'est Valls, et par contre, d'un point de vue économique, Montebourg. Et donc, du coup, alors, est-ce que ça sera du Montebourg-Valls ou du Valls-Montebourg? Ça, je n'en sais rien. Mais globalement, il est possible que Valls prenne un petit peu, beaucoup, en tout cas, de tout ce que dit Montebourg d'un point de vue économique. Ensuite, au premier tour, il va falloir qu'il s'allie soit avec du côté gauche Mélenchon, soit qui rallie Macron. Et c'est là où il va y avoir des grandes difficultés. Mais il me semble qu'au sein des primaires... Il y a un grand écart tout de même entre Mélenchon et Macron. Ah oui, d'accord. Ah, mais... Oui, mais donc du coup, le choix, ça va être un peu comme l'a précisé Nicolas Bouzou. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a beaucoup d'écart entre Macron et Fillon? Non. Et donc du coup, si vous voulez vous marquer, il faut aller plutôt chercher du côté de Mélenchon. Donc à mon avis, les deux gauches réconciliables, est-ce qu'elles sont réconciliables? Ça sera plutôt au premier tour. Est-ce que celui qui va gagner les primaires arrivera à aller draguer un peu du côté de Mélenchon? Ça va être compliqué, Emmanuel Morel, tout de même. Mais je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. À une nuance près, c'est vrai que je ne suis pas sûr que Manuel Valls a des convictions solides en matière économique et sociale, mais il ne faut pas oublier quand même, il faut être juste avec lui. Tout d'un coup, Manuel Valls faire du patriotisme économique, ça serait quand même franchement en rupture avec tout ce qu'il a défendu pendant ce quinquennat. Il y a quand même une cohérence idéologique qui vient du rocardisme, la deuxième gauche, qui déjà...
dans les années 80, théorisait un autre rapport au marché. Là où, par contre, je pense qu'il ne faut pas être... pas social-démocratie, parce qu'en France, social-démocratie, social-libéralisme, on dit. Ça veut rien dire dans le sens où, par rapport, moi je vois mes collègues allemands ou autrichiens, par exemple, ils s'appuient sur des syndicats qui sont hyper puissants. Et il y a un lien organique entre les deux. Et là, c'est pas le cas chez nous. On a une là autre histoire de ce petite point de nuance vue-là. quand même, parce qu'on parle de protectionnisme chez Montebourg. C'est pas du protectionnisme. À mon avis, c'est vraiment du pragmatisme. C'est-à-dire, il suggère que l'Europe fasse ce que font tous les autres continents. C'est-à-dire ne pas Là, hésiter à c'est une se préférence protéger. nationale, c'est-à-dire que c'est un débat, voilà, 80% des marchés publics aux entreprises françaises, aux entreprises made in France. De Buy European Act, comme les Américains. Mais c'est différent comme démarche, ça, Emmanuel Morel. Là, c'est vous faites au niveau européen. Mais je trouve intéressant qu'ils mettent ça dans le débat, encore une fois. Je n'ai pas envie qu'on dise... Même Mélenchon n'est pas un protectionniste. Quand vous voyez ce qu'il Mélenchon, défend, il veut sortir de l'Europe, peut-être. Il veut pas... Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit... Si on lui apporte pas... Je propose un rapport de force, en gros. Si le rapport de force nous est défavorable, on pose la question aux Français. Vous voyez, il ne faut pas non plus... Est-ce qu'il ne faudrait pas juste... Parce Mais là où... Non, je finis juste sur un point. Là où M. Hier a totalement raison, c'est que, à mon avis, pour le candidat socialiste, vu le profil du candidat de droite, l'impérieuse nécessité pour nous, c'est de rassembler à gauche au maximum. Mais alors, pourquoi autant de candidats? Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà qu'il n'y en ait plus que 3 ou 4? Ça ne change rien, parce qu'à la fin, il n'y en aura qu'un, de toute façon. C'est le principe de la primaire. Le principe d'une primaire, qu'on en ait 7, 8 ou 5. Bon, le seul truc, c'est qu'évidemment, dans tous ces candidats, ils n'incarnent pas chacun une ligne différente. C'est ça que je reprocherais, moi, d'une certaine façon. Mais à la fin, il y en aura un. Mais le vrai enjeu pour nous, dès le premier tour, c'est comment on fait pour se réconcilier avec l'électorat vert et l'électorat communiste de Jean-Luc Mélenchon. Parce que sinon, on va avoir un gros problème. Entre Mélenchon et Macron, le candidat socialiste, quel qu'il soit, ça va être très compliqué. Il va être en difficulté. Nicolas, vous concluez. Oui, non, parce que... On peut distinguer Macron de Valls? Oui, mais là encore, je vais un peu répéter ce qui a été dit, c'est-à-dire que Manuel Valls a plutôt des intuitions du point de vue économique, alors que, qui d'ailleurs, à mon avis, sont souvent assez bonnes, alors que Macron a une réflexion et un discours construit. Mais ce qui me frappe beaucoup, la différence entre la primaire de la droite et la primaire de la gauche, c'est qu'il y avait une beaucoup plus grande homogénéité idéologique à droite. Quand vous preniez tous les programmes de la droite, mesure après mesure, en fait, vous aviez des différences de timing, vous aviez des différences d'ampleur éventuellement, mais pas grand-chose de différent. Et puis, ils se sont moins attaqués les uns les autres. Oui. Et dernière chose qui me frappe aussi, et c'est pas du tout pour être désagréable. Oui, non, mais c'est qu'il y avait une préparation beaucoup plus grande à droite. Voilà, des programmes beaucoup plus détaillés que pour l'instant à gauche. Voilà, on a dans l'opposition. Voilà, bien sûr. J'entends ça. Merci. Bien sûr. À tous les trois. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après le journal pour la seconde partie. On va parler d'Italie.